Bonjour à tous et merci de m'accueillir dans votre noble assemblée de recherche et d'études. Je remercie le CEREC et l'ensemble des gens qui ont eu l'idée de m'inviter dans un contexte effectivement qui ne m'est pas vraiment étranger, puisque le domaine de la couleur, c'est un domaine que j'ai abordé moi-même par une toute petite expérience artistique, goetheenne simplement, sans avoir été plus loin, mais avec la sensation quand même que, devenu médecin à 25 ans et n'y connaissant rien à la couleur, ni ne connaissant les couleurs complémentaires, ni les couleurs fondamentales, j'ai été énormément aidé ensuite dans ma capacité de sémiologie, de perception physique, non pas mécanisée, mais uniquement liée à la nature propre de l'être humain pour rencontrer le patient. L'expérience de la couleur est fondamentale. C'est quelque chose d'essentiel et c'est pour ça que je ne suis pas vraiment dépaysé dans votre assemblée. Il se trouve qu'il y a 10 ans maintenant, après avoir été formé comme médecin et conditionné d'une certaine manière à dire que peut-être jeûner c'était dangereux. Et pour autant, j'avais eu des enfants et ils m'avaient tout donné quand tout petit, mes enfants malades, en fait, se mettaient au jeûne spontanément et j'avais quand même pris l'habitude d'écouter un propos d'un de mes professeurs qui s'appelait le professeur Aron et qui nous disait, vous savez, quand quelqu'un est malade, 2 choses sont fondamentales. 1, la diète, ne plus manger. 2, le clinostatisme, un terme savant pour dire rester au lit. Donc, j'avais une petite idée là-dessus et moi-même, comme médecin praticien, homéopathe praticien, dans les pathologies d'enfance, la diète première était une clé de base avant de donner l'homéopathie ou d'autres remèdes nécessaires, en tout cas une superbe contribution pour l'amélioration de la santé. Et puis il y a 10 ans, ayant été moi-même un médecin un peu surchargé, sédentaire en voiture pour ses visites et sédentaire au bureau, peut-être ne bougeant pas suffisamment et peut-être aussi avec une forme de gourmandise ayant trop mangé, j'avais un excès de poids et puis une situation un peu particulière. L'occasion m'a été donnée de jeûner une première fois et ça a été véritablement pour moi une découverte. J'ai rompu avec les idées qu'on m'avait enseignées, dit de ne pas faire ou pas dire. J'ai constaté après que ceux qui disaient de ne pas faire ou ne pas dire parlaient sans connaître, mais pour autant ils avaient un écho, peuvent avoir un écho, ça arrive, vous le savez bien. Et donc j'ai jeûné une première fois, ensuite j'ai jeûné une deuxième fois, 15 jours en montagne, au 14e jour, pour en marcher 3h30, 4h, et finissant les ascensions avec une facilité exceptionnelle, je me suis dit, l'énergie, il y a celle qu'on absorbe tous les jours, mais on a une ressource énergétique intérieure absolument naturelle et qui est à notre disposition. Alors ça nous a conduit à proposer, je ne pouvais pas, devenu médecin, étant médecin moi-même, connaissant cet outil, ne pas le donner à mes patients, le proposer. Et c'est ce que nous avons fait à ce jour avec Marie-Laurence, qui fait binôme avec moi dans l'encadrement des jeûnes que nous faisons. Eh bien, on est bientôt à 1000 personnes, dans bientôt 10 ans que nous avons accompagné. Et c'est un petit peu de ça dont je vais vous parler, comment ça a démarré et comment comprendre le jeûne, en fait. Qu'est-ce que c'est le jeûne ? C'est quelque chose qui existe, le mot est connu, ça se développe de plus en plus, c'est bien rare qu'ici vous n'en ayez jamais entendu parler. Et par contre, il y a un mot qui est beaucoup plus connu, c'est déjeuner. On prononce plus souvent le mot déjeuner, on connaît mieux le mot déjeuner que le mot jeûner. Déjeuner, c'est connu, jeûner l'est moins. Et puis, je voudrais donner à réfléchir aussi sur un terme anatomique, le jéjunum, la deuxième partie de l'intestin grêle, qui porte le nom étymologiquement de jeûne, à jeun, être à jeun. Et la question que je pose, faut-il que le jéjunum soit vide avant que nous mangions une nouvelle fois ? Et je peux à peu près certifier que quand on mange 3 fois par jour, et quelquefois plus aujourd'hui à notre époque, les gens mangent sans être à jeun. Et en fait, il faut être à jeun pour manger. Et il y a cette expérience aussi du jeûne long, il y a les jeûnes courts et les jeûnes longs. Et l'expérience du jeûne long, il faut, pour bien
comprendre ça, il faut savoir ce qu'est le jeûne. Et ça, on l'a tous appris, en tout cas les médecins qui sont ici, ou les naturopathes qui ont un peu étudié la physiologie et l'anatomie de la digestion, du système digestif, peuvent savoir des choses, mais en fait, la vraie connaissance du jeûne, elle est aussi avec l'expérience qu'on en a. Ce que ça peut apporter comme expérience fondamentale quand on le vit soi-même. Et donc, je crois que c'est pour accompagner un jeûne et pour parler du jeûne, c'est très important de pouvoir en faire l'expérience. Pour autant, l'expérience, faut-il oser la faire ? Et dans le monde d'aujourd'hui, qui répand plutôt la surconsommation ou le consumérisme, on est plutôt invité à ne pas jeûner, à consommer plutôt qu'à ne pas consommer. Et donc, c'est une expérience que chacun peut faire. Dans le jeûne, quand on décide de le faire, souvent, la notion est celle du jeûne, mais il y a deux aspects. C'est un besoin de repos, un repos fondamental, et un besoin de nettoyage corporel. Et parce que dans le jeûne, ce n'est pas, on n'a plus la digestion. Quand vous allez jeûner, vous n'allez plus digérer. Et vous devez savoir que la digestion consomme 30% de votre énergie quotidienne. Pour vous fabriquer votre propre énergie, vous en consommez déjà 30%. Et quand vous ne mangez pas, vous avez donc à votre disposition 30% d'énergie à votre disposition. Dans le jeûne, ce qui se passe, comme vous ne digérez pas, vous n'êtes pas sans ignorer la question du système lymphatique, quoiqu'on n'en fait pas beaucoup état dans notre pratique médicale, sauf quand c'est malade, qu'on a des adénopathies ou autres. Mais nous avons une grande circulation lymphatique dans le corps humain, une circulation qui existe, une circulation lente, qui n'est pas poussée par la circulation, qui n'est pas sur le mode de la circulation sanguine, mais qui a même une circulation. Elle est à double niveau. Le premier niveau, c'est le niveau de la circulation splanchnique, de tout ce qui va être absorbé par le système digestif et qui va ensuite qui va être conduit vers le foie et qui va se réunir à un moment donné avec l'autre circulation lymphatique, la circulation des membres. Eh bien, quand vous jeûnez, vous êtes dans une situation liquidienne lymphatique du système digestif qui est complètement pure, parce que grosso modo, ce système-là va pouvoir se nettoyer, et c'est l'ensemble de la lymphe qui va pouvoir en bénéficier. Donc, dans le jeûne, il n'y a pas de digestion, il n'y a pas d'assimilation. La lymphe circule quand même, et pour autant, elle va circuler un peu à vide quelque part, et elle va avoir l'occasion de parfaitement nettoyer l'ensemble du réseau lymphatique, et notamment l'ensemble du système ganglionnaire qui est porteur des forces d'immunité et des forces de défense de l'organisme extrêmement importantes. Donc c'est un procédé de nettoyage. Un procédé de nettoyage que vous utilisez en général pour vos voitures, beaucoup plus souvent que pour votre santé. Et c'est un petit peu ce qui se passe dans l'expérience que nous avons. Alors pendant le jeûne, on a donc une mise au repos des organes digestifs, des organes digestifs creux, je voudrais dire. On a un ralentissement du péristaltisme, et puisque le système digestif ne fonctionne pas, vous allez avoir une desquamation, et voilà, une fabrication de cellules mortes qui vont pouvoir faire partie des évacuations. Et on prend une précaution particulière dans l'organisation d'un jeûne, c'est d'éviter la stagnation colique. Non pas que pendant un jeûne, le système digestif ne fonctionne pas du tout, il fonctionne ralenti, mais il va fonctionner quand même. Voilà. Donc dans le jeûne, vous avez une purification lymphatique générale, un nettoyage fondamental, et ça se voit par l'amélioration du teint. Dès le 3e jour d'un jeûne, le teint des personnes change. Et à la fin de la semaine, c'est tout à fait étonnant de voir une merveilleuse amélioration du teint. Et il n'y a pas besoin d'utiliser d'artifice pour ça. Donc, le jeûne, c'est l'occasion d'une grande détoxication. Et quand vous pensez en jeûne, il faut penser à la purification de la lymphe et à la purification de l'ensemble de votre organisme. Voilà. Alors, vous me direz, lors d'un jeûne, est-ce que je suis convenablement nourri alors que je ne mange pas? Et la réponse est oui. Dans un jeûne, nous sommes convenablement nourris. Alors, il est évident que
je n'avais pas reparcouru mes cours de deuxième et troisième année de médecine quand j'ai commencé à jeûner, mais à partir avant de jeûner, mais quand j'ai commencé à faire l'expérience, je suis retourné à mes cours. Et j'ai trouvé que pour la question des glucoses, parce que dans un jeûne, la question, quelqu'un qui ne connaît pas, mais qui a des idées sur la médecine quand même, ici et là, soit des idées professionnelles ou des idées journalistiques, vous n'allez pas manger, mais vous n'allez pas avoir de sucre. Oh, que nenni! Du sucre. J'ai par exemple l'hiver dernier fait une expérience de jeûne de 40 jours. Au 40e jour, j'avais une glycémie normale. Absolument normale. Car nous avons à notre disposition la capacité de fabriquer du sucre endogène. Et ce matin, mon collègue de Saragosse là, a parlé de la manière dont le foie pouvait fabriquer du sucre à partir du glycogène. Oui, le foie peut fabriquer du sucre à partir du glycogène. Mais le foie fabrique du sucre à partir des protéines, c'est la néoglucogénèse, et il fabrique du sucre aussi à partir du glycérol, qui est une voie métabolique des matières grasses, pour aboutir à fabriquer du glucose. Donc, et c'est une chose extrêmement importante, car savez-vous qu'il y a des cellules dans le corps humain qui effectivement, et je comprends qu'un détracteur du jeûne qui ne connaît pas tout bien dise, ça peut être dangereux, car si effectivement on ne sait pas que nous fabriquons notre glucose nous-mêmes, alors que pendant peut-être 8 jours, 15 jours, 3 semaines ou plus, on n'en consomme pas, on peut dire que c'est dangereux. Et ça serait dangereux pourquoi ? Très important de le savoir. Savez-vous que les cellules qui n'ont pas de noyau dans l'organisme ont absolument besoin de glucose ? Ce sont les hématies. Et vous savez à quoi ça sert ? Si vos hématies ne sont pas nourries, ne fonctionnent pas, votre respiration cellulaire ne marche pas. Donc pendant un jeûne, nous avons du glucose à bonne disposition et les hématies sont convenablement nourries. C'est très important de le savoir. Alors, ce glucose, quand vous commencez à jeûner, vous en avez à disposition. Il y a le glucose qui vient de votre nourriture de la veille. Et puis, le lendemain, vous avez le glucose qui va venir des réserves de glycogène, qui est un glucose spécialement mis en réserve dans les muscles et dans le foie. Et puis, ensuite, tout ça, ça va s'épuiser. Et alors va entrer l'utilisation du glucose à partir d'une ressource protéique intérieure et à partir d'une ressource lipidique intérieure. Et vous allez avoir une glycémie qui, ici, normalement, elle est par exemple à 0,90 chez vous, va s'établir à 10, 15, à 0,85 ou 0,80 et qui va être parfaitement constante. Et j'ai eu l'occasion de discuter avoir des questions qui me sont posées sur le diabète, et notamment dans le diabète de type 2. Moi, si j'ai un diabète, ce qui m'inquiète le plus, c'est de faire des hypoglycémies. Mais rassurez-vous, il n'y a pas d'hypoglycémie qui ne soit consécutive à l'hyperglycémie. Elles sont en général réactionnelles, et quand vous êtes dans une stabilité dans un jeûne, vous n'avez pas d'hypoglycémie. Et l'expérience extrêmement importante que j'ai pu faire avec les diabètes de type 2, c'est qu'il faut être extrêmement prudent avec le médicament. Il faut avoir une vérification de la glycémie au bras, plusieurs fois par jour pour savoir où on en est. Mais qu'à partir du 3e jour, sans traitement, les gens ont une glycémie normale. Ça ne veut pas dire qu'ils sont guéris définitivement, loin de là. Mais il y a quelque chose de très, très, très intéressant dans cet espace-là, de faire cette expérience-là, de voir qu'on n'a pas besoin du médicament dans le diabète de type 2 pour faire que la glycémie revienne normale. Ça, c'est une chose extrêmement... C'est un fait d'observation. J'avais prévenu mon conseil de l'ordre que j'allais encadrer des jeunes et je lui avais suggéré de me donner des idées pour que des chercheurs viennent extraire un petit peu les observations que nous pouvons faire à ce sujet-là. Et je crois que là, il y a quelque chose de très intéressant, très important à découvrir par rapport à ça. Donc la glycémie va rester toujours normale pendant le jeûne et vous allez avoir une ressource glucosée, une ressource endogène. Maintenant, les protéines. Vous allez aussi avoir une ressource protéique parce que il faut savoir que vous avez, à partir de 25 ans, l'âge de 25 ans, des dépôts protéiques dans les inflammations des doigts, des genoux, des articulations. Vous avez un certain nombre de dépôts protéiques qui s'installent sous la peau, dans le tissu conjonctif.
Et tout ça sont des dépôts c'est un peu des poubelles, hein, des micro-poubelles. Et alors l'organisme, pendant le jeûne, va venir complètement récupérer cette substance-là, qui est une substance en général glycoprotéique, protéique aussi, et ça va donner une ressource en acides aminés qui va permettre à ce que le fonctionnement protéique du corps, notamment la fabrication, les ressources cellulaires, les comportements cellulaires de base, tous les comportements liés à endocrinologique vont continuer à fonctionner absolument normalement. On aura une substance, on aura pendant un jeûne une ressource en acides aminés qui permettra un fonctionnement protéique normal. Alors là, j'anticipe une question qui pourrait m'être posée, mais vous savez, le jeûne, effectivement, va vous manger des protéines. Et les protéines, c'est quoi dans le corps? C'est les muscles. Et puis le cœur, c'est un muscle. Si vous jeûnez, vous allez manger votre cœur. Ça a été un argument qui a duré un certain temps. C'est fini. Depuis une dizaine d'années, on n'entend plus trop dire. On l'a entendu dire longtemps, c'est une erreur absolue. Effectivement, dans un jeûne d'une semaine par exemple, en moyenne, je dis bien en moyenne, parce qu'il y a des cas particuliers et il faudrait s'intéresser à ce qu'ils sont pour les approfondir. Moi, je fais un travail de médecin praticien, d'accompagnement des gens qui me le demandent. Mais vous avez les 2/3 de perte de poids, c'est de la masse grasse, et 1/3, c'est de la masse maigre qui est perdue, en moyenne. Mais vous avez des situations des jeûneurs aguerris qui jeûnent depuis 15 ans tous les ans. La masse maigre, c'est de moins en moins qu'ils la perdent. Et j'ai pu voir des jeûnes sans disparition de masse maigre. Une mise en sécurité de la masse musculaire. Et je voudrais renvoyer aux travaux d'Yvan Le Mao. Yvan Le Mao, c'est un chercheur qui a travaillé sur les manchots en Arctique et qui, en fait, a constaté qu'un manchot pouvait jeûner 100 jours. Et il a fait toute une étude là-dessus. Et en fait, c'est très intéressant de voir qu'à un moment donné, le manchot, au début du jeûne, consomme un petit peu de protéines et très rapidement, il y a une mise en économie de la consommation des protéines. Il y a une sorte d'épargne protéique qui s'installe. C'est une espèce de génie propre à votre génome qui fait que vous avez une épargne protéique qui va s'installer. Et donc, de ce point de vue-là, ensuite, la ressource va principalement être prise dans les lipides de réserve qui sont les vôtres. Voilà. Et maintenant, la ressource lipidique, bon, chacun se sent bien que s'il va jeûner, il va mincir. S'il va mincir, il va perdre de ses lipides. Donc, il aura tous les acides gras nécessaires pour fonctionner. Ça, c'est pas du tout un problème. Voilà. Donc, on a les grands nutriments qui sont connus de la nutrition, glucides, lipides, protides. Quand vous jeûnez, vous êtes convenablement nourri par ces 3 nutriments. Alors, je vous ai dit, vous êtes convenablement nourri. Et je voudrais insister sur un sujet qui a passé un peu inaperçu, peut-être certains d'entre vous l'avaient entendu dire, c'est ce qu'on appelle l'autophagie. L'autophagie, c'est un prix Nobel de médecine, de Yoshinori Oshumi, qui est un Japonais, qui a été récompensé pour ses travaux sur la phagocytose et sur l'autophagie. Et alors, je vous ai parlé des dépôts protéiques qui peuvent figurer dans les articulations, dans les systèmes inflammatoires, etc. Mais vous avez aussi des cellules qui sont qui sont abîmées, des cellules un peu malades. Et le corps humain a une capacité d'aller de se nourrir de substances cellulaires malades. Et c'est ce qu'il a démontré. Et je pense que aller travailler sur ces travaux, sur les lysosomes, etc., enfin, je vous passe les détails, c'est certainement intéressant pour comprendre les mécanismes de nutrition interne alors qu'on ne mange pas. Un système d'autophagie du corps, qui doit rester bien sûr un système d'autophagie en toute sécurité. Il ne viendrait pas à l'idée de jeûner un temps indéfini, car effectivement, au bout d'un certain temps, jeûner, ça fait mourir. C'est-à-dire que si ça dure trop longtemps, les choses vont s'arrêter. Et d'ailleurs, c'est très amusant parce que les gens qui ont travaillé là-dessus se rendent compte, c'est sur la question des protéines. À un moment donné, si vous êtes allé trop loin, si vous n'avez plus de réserve de graisse, alors là, le danger est mortel. C'est pourquoi un jeûne devrait toujours être accompagné de la manière de vérifier votre ressource et votre réserve.
Nous avons un moyen connu depuis 50 ans à peu près, très peu utilisé par les médecins généralistes, c'est la balance à impédance. La balance à impédance qui nous renseigne sur la quantité de graisse disponible dans un corps humain et qui nous renseigne sur le degré de masse maigre et notamment de la situation musculaire, de votre situation musculaire. Donc à partir du moment où vous avez un IMC supérieur à 18, vous avez en général 10 à 12 ou 14 kilos de graisse et que vous avez une musculature normale, eh bien vous pouvez jeûner. Mais c'est l'occasion, dans l'accompagnement des jeûnes que j'ai fait, de me rendre compte que beaucoup de femmes qui ont commencé à devenir végétariennes à 45 ans et puis qui ont fait la ménopause et puis qui ont peut-être un système digestif acidifiant, qui mangent par le système, qui mangent leur système tampon et leur minéralité, de constater en fait des musculatures appauvries et de demander à des gens de refaire un peu de musculature avant d'autoriser à jeûner. Ça, c'est un phénomène très intéressant. Et de pouvoir accorder, par rapport à la musculature, c'est un effet collatéral de l'expérience du jeûne, de voir que des personnes peuvent être relativement insuffisamment musclées pour ne pas manger suffisamment de ressources protéiques et pour ne pas bouger suffisamment non plus. C'était l'occasion de voir ça, et à l'occasion d'un jeûne, comme c'est à la fois on appelle ça le jeûne, mais dans notre expérience, ce sont des séjours J'optimise ma santé, parce que le jeûne que nous faisons, c'est un jeûne qui est bien sûr lié à une expérience alimentaire particulière, mais qui est liée aussi à une activité qu'on appelle connaître son corps et l'assouplir, pour travailler sur la souplesse, etc. Et notamment cette souplesse de scapulaire. Comment on a besoin de donner de la souplesse et de l'oxygène à ses épaules, c'est quelque chose dans le monde actuel qui est très très important. Et l'autre activité de plein air, puisque nos séjours se font dans des zones qui sont proches des forêts, nous avons des promenades en forêt et nous avons des repos au milieu de promenades en forêt, et pour tous ceux qui le veulent, est proposé ce que j'appelle la marche à corps entier, c'est la marche au bâton. C'est l'occasion de voir qu'à partir de 45 ans, il y a un certain pourcentage de gens qui sont désynchronisés dans les jambes et dans les pieds et qui en fait ont besoin de retrouver leur synchronisation. De prendre le temps pour eux, là, pendant un jeûne, on se repose, on s'occupe que de soi. C'est l'occasion d'essayer de voir s'il n'y a pas déjà des choses qui commencent à se dérégler et qui, dans 20 ans, vont nous donner des problèmes au niveau de la santé. C'est-à-dire d'arriver à retrouver une corporéité équilibrée et un système de marche qui soit conforme à ce comme nous avons été créés, c'est-à-dire avec une marche avec les bras, avec les épaules, à corps entier, en fait, une marche à corps entier, j'oserais dire comme ça. Voilà, dans le jeûne J'optimise ma santé, c'est un jeûne méthode Boehringer. Boehringer, c'est un médecin allemand qui... Alors, peut-être certains d'entre vous connaissent le film Le jeûne, une nouvelle thérapie. Peut-être pas, auquel cas ça va faire partie des choses auxquelles que je vous invite à aller visionner. Ça a été tourné par Sylvie Gilman et Thierry Delestrade pour Arte. Et ce film qui date de 2013 est extrêmement intéressant. Il parle de l'expérience de jeûne qui a été faite par les Russes, par les Soviétiques à l'époque. Et il parle également de l'expérience du jeûne qui a été faite en Allemagne. Voilà. Et les Soviétiques font un jeûne à l'eau, un jeûne un peu sévère, un jeûne un peu difficile. Je vais en parler tout à l'heure. Et en Allemagne, c'est un jeûne de type Boehringer, c'est-à-dire ce médecin qui était un amiral de l'armée allemande en 1919 avait une polyarthrite rhumatoïde particulièrement sévère et grave. Il a décidé de se soigner par le jeûne. Il a fait 2 jeûnes et il est sorti de cette impasse. Et il a organisé ensuite des jeûnes. Et aujourd'hui, il y a une clinique un peu inaccessible financièrement en Allemagne, mais qui en fait a développé tout un ensemble de données qu'on peut s'approprier, nous, médecins français, pour pouvoir pratiquer un jeûne en toute sécurité. Parce que la question est quand même de le faire en toute sécurité, ce jeûne. Un jeûne en toute sécurité, c'est un jeûne qui va faire une ressource à peu près de 250 calories. Une ressource, on va avoir une ressource vivante le matin, avec un jus frais, cru, avec des fruits et des légumes fraîchement passés à l'extracteur de jus pour le matin, et une ressource chaude d'un bouillon un peu épaissi le soir.
le tout conduisant à une ressource de 250 calories par jour. Mais je vous ai parlé des glucides, lipides, protides dans les ressources. J'aurais dû vous dire aussi, il y a les minéraux, les enzymes, les sels minéraux et les oligo-éléments. Bien sûr, on en a en réserve. Sur un jeûne de 8 jours, on peut arriver à le faire, mais c'est tellement mieux d'apporter une petite ressource associée, notamment le matin avec les jus crus de légumes et de fruits, dans lequel nous veillons à ce que les 5 saveurs soient présentes, les 5 saveurs de piquant, salé, acide, amer, etc. Bien qu'on puisse composer et donc pas trop sucré, bien entendu. Voilà. Et ce qui est un démarrage de la journée qui est absolument tout à fait intéressant. Au début, on n'avait pas élaboré les choses de cette manière-là. On faisait comme ça se faisait ailleurs. Mais très vite, on a compris qu'il était très important d'apporter cela parce que quand on fait comme ça se fait ailleurs, il y a toujours un petit tiers des gens qui en fait patinent au 3e jour. Et alors, ce qui se passe maintenant en ayant bien élaboré ça, c'est qu'il n'y a quasiment plus personne qui fait, bon, il y a quelquefois un passage dans le 2e ou 3e jour qui doit s'opérer, mais c'est très peu fréquent maintenant, grâce à notre manière de faire. Voilà. Une question, c'est après le jeûne, c'est très important. Un jeûne, c'est la préparation du jeûne, c'est le séjour de jeûne, et c'est le après le jeûne. Et après le jeûne, il faut vous réalimenter. Il faut essayer de vous réalimenter avec la conscience que vous avez prise de peut-être les erreurs qu'on faisait avant. Et en tout cas, pendant un jeûne, on a l'occasion, c'est beaucoup plus facile de corriger ces erreurs après un jeûne que de les corriger parce qu'on a décidé de le faire cérébralement et puis que si on se fait une restriction, au bout de 15 jours, la restriction, on la fera casser. Donc il faut que ça vienne vraiment quelque part, qui puisse se nourrir et naître de l'intérieur. Et donc, la réalimentation a un rôle très important. Et physiologiquement, ce rôle très important, il se pose sur une chose très, très utile à savoir, c'est que pendant un jeûne, vous réactivez vos cellules souches. Et que ces cellules souches vont se redistribuer partout, se rendre disponibles pour tous les organes, et en particulier pour ceux qui en ont le plus besoin, et vous allez pouvoir avoir une forme de réjuvénation post-jeûne. Micro-réjuvénation, c'est une petite adolescence en miniature, on pourrait dire, après chaque jeûne, mais pour autant, ça a ce sens-là. Et on peut voir des gens qui perdaient leurs mots avant un jeûne, ils ne trouvaient plus leurs mots, et curieusement, 3 semaines après le jeûne, étonnamment, ils ont retrouvé leurs mots, etc. Comme si, parce que maintenant on sait, quand j'ai fait mes études, on disait que le tissu nerveux ne se régénérait pas. On sait aujourd'hui que le tissu nerveux peut se régénérer un peu. Donc c'est l'occasion, dans un jeûne, d'accéder à cette forme de régénération. Voilà. Alors, je vous ai parlé du film de Thierry de l'Estrade, Le jeûne, une nouvelle thérapie. Il y a un 3e versant dans ce film, c'est la versant de l'expérience du professeur Walter Longo. Certains le connaissent peut-être ici. Et je voudrais en dire 2 mots, parce que ça a été l'occasion d'un énorme mouvement aux États-Unis, notamment dans le traitement du cancer. Et cette expérience est très intéressante parce qu'en fait, il a pu exprimer que, à partir d'une expérience sur les souris, certes, qui ne peuvent pas être reportées sur une étude scientifique en double aveugle, vous comprendrez bien, sur les humains, mais indépendamment de ne pas pouvoir faire cette étude en double aveugle sur les humains, ça fait réfléchir quand même, puisqu'en fait, il avait pris 2 lots de souris identiques. Il l'avait divisé par 2. Première moitié, elles sont nourries normalement. Deuxième moitié, pas nourries. Toutes reçoivent une chimiothérapie très forte en injection. Et il n'y a pas une seule souris qui avait jeûné qui est morte. Il y a 70% des souris qui n'avaient pas jeûné qui sont mortes. Et les 30% restants sont en piteux état. Ça a fait l'effet d'une bombe aux États-Unis. L'interdiction, la censure n'a pas pu s'exprimer à l'époque, et ça s'est développé et ça a abouti à une expérience. Des expériences qui ont été faites à partir de patients, et comme quoi le jeûne peut être un outil qui est un ami de la chimiothérapie en optimisant son efficacité et en diminuant les effets secondaires. Et j'ai lu récemment des travaux de l'INSERM
que à propos de la phagocytose et à propos de travail immunitaire, quand vous avez une chimiothérapie qui va tuer des cellules cancéreuses, elle en tue, elles sont mortes. Il faudra bien que ça soit ramassé par le système immunitaire, les cellules mortes. Parce qu'une cellule cancéreuse, son rôle, c'est de jamais mourir. Vous savez tous ça. Donc, c'est toujours se développer et de jamais mourir. Là, la chimiothérapie les tue. Efficace et à bon droit. Mais il y en a aussi certaines qui sont qu'à moitié mortes. Vous savez bien que ça ne peut pas tout tuer d'un coup ou rien du tout. C'est pas la loi de tout ou rien. Et ces cellules à moitié mortes, elles sont aussi, le système immunitaire sait les reconnaître et s'en servir pour développer une immunité, une auto-immunité anticancéreuse. Mais si on a optimisé notre pouvoir à partir de la lymphe dont je parlais tout à l'heure, à partir de tout le système lymphatique pour pouvoir faire ce travail, vous donnez une chance beaucoup plus grande à ce que votre organisme, dans le cadre d'un cancer, puisse se servir aussi du jeûne. Non pas que le jeûne guérit le cancer, personne ne va dire ça, mais le jeûne, comme vous pouvez le constater maintenant, c'est qu'il va pouvoir vous aider dans toutes vos solutions. C'est une situation de terrain et il va aider à ce que toutes les thérapies fonctionnent. Et ce serait merveilleux, par exemple, dans cette assemblée où on travaille sur la couleur ou les longueurs d'onde de la couleur, est-ce que donner de la longueur d'onde, une expérience de longueur d'onde à quelqu'un qui a mangé dans sa pléthore ou quelqu'un qui est au 5e jour de jeûne, est-ce qu'il y a une différence? C'est une question. Enfin, c'est un sujet de travail. Ça peut être très intéressant. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours vu l'homéopathie plus efficace, l'allopathie plus efficace. Tous les traitements sont plus efficaces quand la personne a à sa disposition, a retrouvé en fait une espèce de force essentielle à l'intérieur de lui-même. Donc, retenez bien que l'important dans le jeûne, c'est que ça va être aussi un entraînement à cette autophagie. Parce que vous avez un cancer et on va vous parler de ça. Vous avez entendu jamais parler de ça, ni d'Ève ni d'Adam. Démarrer, il y a le choc de la maladie, il y a toutes ces choses-là. C'est extrêmement difficile. Vous allez jeûner 48 heures avant de faire vos chimiothérapies, les gens. Si j'en ai l'expérience, ça ne va pas me déranger de jeûner 48 heures. Et d'ailleurs, tous les cas où ça s'est produit, le lendemain ou le soir même de la chimiothérapie, ces gens-là mangent sans vomir. C'est-à-dire quand même qu'il faut savoir, et si vous allez voir le film, quand on voit sur l'activation génomique du jeûne, quand vous faites un jeûne, votre système fondamental cellulaire se prépare à une adversité. Il dit, tiens, qu'est-ce qui va m'arriver? Et il s'active d'une certaine manière. Et on a comparé l'activation des cellules cancéreuses dans la même circonstance, et ne voit pas venir le jeûne, les cellules cancéreuses. Elles sont un petit peu cinglées, c'est de la cellule un peu... Ça peut être dangereux pour nous, mais ce n'est pas forcément des cellules intelligentes. Hein. Elles sont plus intelligentes, ces cellules-là. Et donc, elles vont prendre de plein fouet la chimiothérapie. Quant aux autres cellules, elles étaient un peu prévenues qu'il allait se passer quelque chose. Et c'est une explication qui vaut, et qui mérite en fait d'être suivi et d'être utilisé pour optimiser en fait les soins aux personnes dans toutes ces pathologies-là. Ça, c'est un sujet, et ce qui veut dire que, de manière très amusante, le jeûne qui pourrait être considéré comme une solution de santé alternative ou complémentaire devient la grande amie de peut-être la solution la pire en termes de chimie thérapeutique, c'est-à-dire une amitié entre le jeûne et la chimiothérapie, et ça fait la possibilité, enfin d'un rêve que j'ai depuis longtemps, c'est-à-dire une médecine universelle qui fait place à l'ensemble des choses sans dogme et en aboutissant à une conversation entre personnes différentes pour aboutir à trouver un espace de vérité médicale. Merci madame. Voilà. Donc, on peut dire que le jeûne est un ami, un collaborateur efficace pour une bonne médecine préventive, un collaborateur efficace pour une bonne médecine curative. Alors, je voulais vous donner aussi l'occasion de découvrir un monsieur qui s'appelle Jean-Jacques Trochon, qui est connu ici à Paris. Quand je viens à Paris, je viens quand même à la capitale, hein, j'habite la Touraine. Je suis un peu ému d'être parmi une assemblée parisienne. Et cet homme était pilote de ligne, et en fait, il a utilisé le jeûne dans des traitements contre un cancer du rein. Aujourd'hui, vous pouvez le trouver sur Internet. Et il a réussi, de par ses capacités personnelles, à motiver un certain nombre d'oncologues parisiens qui, en fait, aujourd'hui, ne regardent plus comme des gens étrangers les patients qui viennent leur dire « Docteur, j'ai jeûné » ou « Je voudrais bien jeûner ». Et donc, il y a des oncologues parisiens qui sont ouverts à ce que des personnes puissent jeûner aussi,
tout en ayant les traitements spécifiques, bien entendu. Il ne s'agit pas de faire l'un contre l'autre. Et donc ça, c'est une nouveauté. Et cet homme a contribué énormément à cela. Et je dois dire que moi, en Touraine maintenant, je dois envoyer les gens à Paris. Si les personnes qui ont décidé de fonctionner comme ça veulent avoir une écoute, qui soit une écoute authentiquement thérapeutique et qui les comprennent. Voilà. Donc, les gens se regroupent dans l'association J'optimise ma santé. Marie-Laurence en assure l'organisation et le suivi administratif, et moi, et elle, parce qu'elle est infirmière. Nous faisons une équipe, et dans beaucoup de séjours aussi, on a aussi une aide-soignante avec nous. On fait une équipe médicale qui, en fait, accompagne le jeune du début à la fin, avec une présence permanente. Voilà, les gens sont regroupés il y a une dynamique de groupe aussi qui s'installe, et une expérience que je trouve très, très, très importante pour la santé. Voilà ce que je peux vous dire pour vous exposer rapidement notre expérience, et je suis disposé à répondre à l'ensemble de vos questions. Merci.